Bonjour, je vais vous présenter un cas clinique sur une pathologie respiratoire dans l'espèce bovine qui a été rencontrée cet hiver dans le département du Maine-et-Loire en France. Donc cet élevage est composé de deux ateliers, un atelier laitier, un atelier viande avec deux races, une rouge des prés et des limousines. Rapidement, le statut de l'élevage est un élevage indemne d'IBR et indemne de BVD au moment de l'épisode clinique. L'éleveur nous rapporte dans cet élevage rapidement des pathologies pulmonaires récurrentes et qui se sont aggravées cette année. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour réaliser la visite d'élevage. Donc l'éleveur, les problèmes que l'éleveur a rencontrés sont sur l'ensemble de ses veaux présents dans l'exploitation au mois de février, entre 1 et 5 mois d'âge. La problématique qu'il rencontre, ce sont des animaux qu'il trouve faibles, sans consommation d'aliments et avec des températures qui augmentent. L'éleveur me signale que pour lui, le problème est peut-être dû au bâtiment parce qu'il trouve l'ambiance du bâtiment peu saine. Il a traité déjà un premier épisode il y a un mois avec de l'aspirine pendant 6 jours et de la vitamine C pendant 5 jours. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses rechutes dans son lot et une tendance à l'aggravation. Est-ce que tu peux me redire quand est-ce que sont apparus les premiers symptômes? Donc il y a 4 jours, c'est ça? Oui. Tu as eu des veaux. Et ton premier signe, c'était quoi? C'était des veaux un peu fatigués? Des veaux affaiblis, il y avait les oreilles les oreilles baissées et puis des veaux qui venaient plus manger. Qui ne consommaient plus. Tu as pris des fièvres? J'ai pris les températures, donc on avait des 39,5 jusqu'à pratiquement 41 de température sur les animaux, pas forcément les plus abattus, mais... Même sur ceux qui étaient encore bien, il y avait de la température? Oui. Sur une grande partie? Oui. Ok. Pas d'animaux très essoufflés? Non, l'essoufflement est apparu le lendemain et le surlendemain. D'accord. De la toux? De la toux, pareil, le lendemain et le surlendemain. C'est pour les premiers symptômes qu'on avait. D'accord, ok. Alors le premier commentaire que j'aimerais apporter sur le cas que vient de nous présenter Romaric, c'est qu'il est nécessaire, il est très important de détecter précocement les animaux malades. Si on regarde ce que l'éleveur a fait pour détecter ces malades, il a d'abord repéré des premiers signes qui étaient des animaux qui ne venaient plus manger et des animaux qui étaient abattus. Et quand il a repéré des animaux qui présentaient ces signes-là, il a pris la température des autres. Est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a mal fait? Tout d'abord, posons-nous la question de pourquoi il faut détecter précocement les animaux malades. Il faut détecter précocement les animaux malades, bien sûr pour agir rapidement, pour mettre en place un traitement précoce. Le traitement précoce, c'est le seul qui va permettre aux antibiotiques d'avoir une bonne action. Si on traite trop tard les animaux, ils n'auront plus ces antibiotiques d'action suffisante pour éradiquer les bactéries présentes. C'est aussi le traitement précoce qui va éviter que les animaux présentent des lésions pulmonaires. Si on les traite rapidement, il n'y a pas de lésions qui ont le temps de s'installer dans le poumon. Si on les traite trop tardivement, les animaux vont présenter des lésions pulmonaires et secondairement des retards de croissance s'ils ne meurent pas. Et enfin, vous savez que tout le monde s'engage dans la lutte contre les bactéries résistantes. Si on veut éviter que des bactéries résistantes apparaissent, là aussi, il est très important de traiter rapidement les animaux avant que, par mutation, des bactéries résistantes apparaissent sur l'animal. Alors comment on fait maintenant pour traiter rapidement, précocement des animaux malades? Il n'y a pas 36 solutions, il faut prendre la température des animaux. Alors pour vous le prouver, pour vous documenter ça, je vais partir d'une petite expérience que l'on a fait sur 150 jeunes bovins. Ces jeunes bovins, on les a équipés avec des bolus qu'on leur fait avaler, qui se retrouvent dans la panse et qui prennent en permanence la température de l'animal. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces bovins quand ils deviennent malades? Mais le premier truc que l'on voit, c'est que l'écoulement nasal, le jetage, apparaît 20 heures après l'augmentation de température. Le vétérinaire va être capable de détecter des sons anormaux à l'auscultation 38 heures, une journée et demie après l'apparition de cette augmentation de température. Et les éleveurs qui se basent sur les animaux qui mangent moins et qui sont abattus ne détectent les animaux malades que environ 50 heures après que ceci ait présenté une augmentation de température. Et alors si on regarde la toux, c'est encore plus tardif, pratiquement 2 jours après l'augmentation de température. Donc l'augmentation de température, ce qu'on appelle l'hyperthermie, est vraiment le signe qui apparaît le plus précocement.
Comment faire concrètement sur le terrain maintenant pour prendre la température? Il faut prendre déjà la température de l'animal qui paraît malade, qui est abattu, mais surtout, ce qui est très important, c'est pour les congénères présents dans le lot, là aussi, de les passer systématiquement et de les détecter avec un thermomètre rectal pour voir ceux qui présentent ou pas de l'hyperthermie. Moi, le jour de la visite, ce que je constate, c'est qu'il y a une morbidité élevée, c'est-à-dire que l'ensemble des animaux des veaux sont touchés dans le bâtiment. La mortalité est d'environ 6,5% au moment de la visite, au 10 février, donc ce qui est quand même assez important. Il y a eu une vaccination sur le troupeau par un vaccin intranasal administré il y a 9 semaines, donc nous sommes encore sous couverture de ce vaccin. Le protocole de traitement de l'éleveur est un protocole en première intention utilisant un antibiotique longue action, un macrolide longue action, associé à un anti-inflammatoire non stéroïdien, la flunixine, sur les animaux qui ne mangent plus. Sur les animaux qui consomment encore de l'aliment, l'éleveur n'utilise que de l'aspirine et de la vitamine C pour gérer la problématique de son élevage. S'il n'y a pas de réponse dans les 24 heures au traitement antibiotique mis en place, il rajoute un anti-inflammatoire stéroïdien et un diurétique. L'examen clinique le jour de ma visite révèle les éléments suivants. Une polypnée, c'est-à-dire des animaux très essoufflés, comme on pourra le voir sur les vidéos tout à l'heure, une toux sèche, peu ou pas de jetage, et une auscultation avec des bruits pulmonaires surajoutés et des sifflements en partie crâniales. Les températures sur les animaux testés sont toutes élevées, entre 39,5 et 40 degrés. Les hypothèses diagnostiques que j'émets sont les suivantes. Une bronchopneumonie infectieuse d'origine soit virale, un virus autre que RS au vu du protocole vaccinal, soit bactérienne, qui ferait intervenir soit des pasteurelles ou des mycoplasmes. Les examens complémentaires de choix qui sont réalisés vont être l'aspiration transtrachéale, l'ATT, pour une analyse PCR ensuite sur le liquide récolté, ainsi qu'une culture bactérienne afin de mettre en évidence les agents infectieux qui peuvent être responsables de cette problématique. Le matériel nécessaire, comme on le voit sur la photo, se met facilement en exploitation sur une table pour réaliser cette ATT. L'examen complémentaire à l'ATT nécessite 2 phases, une phase de préparation du site, de la ponction, avec un repérage de la ponction et une désinfection chirurgicale de ce site, et ensuite la réalisation de cette ATT avec le passage du cathéter dans la trachée et le lavage broncho-alvéolaire. Que nous révèlent les examens complémentaires? L'ATT nous révèle sur 2 animaux un coronavirus et de la pasteurelle, multocida, sur les 2 animaux donc, et du RS et de l'histophilus sur un des 2 animaux. La culture bactérielle nous révèle de la pasteurella multocida, donc compatible avec ce qu'on a isolé à l'ATT en PCR, et puis un mycoplasma bovirinis. Un antibiogramme est réalisé sur la pasteurelle isolée en culture bactérienne, dont vous avez le résultat à l'écran. Il nous révèle une pasteurelle qui est sensible à tous les antibiotiques ou à presque tous les antibiotiques que nous pouvons utiliser. Dans le cas qui nous est présenté ici, il y a des mycoplasmes qui ont été mis en évidence et on va voir que la mise en évidence de ces mycoplasmes, ça va complètement chambouler le traitement qui va être mis en place. Parmi les mycoplasmes qui sont mis en évidence, on peut citer Mycoplasma bovis qui est l'agent mycoplasmique reconnu comme étant le plus pathogène à l'heure actuelle. Ici, c'est du Mycoplasma bovirinis qui a été mis en évidence par Romaric, qui est aussi un agent pathogène. Un animal est mort 48 heures après ma visite, je réalise donc une autopsie où la lésion responsable de la mort de l'animal est un ulcère perforant de la caillette qui est peut-être d'origine médicamenteuse au vu du traitement d'aspirine mis en place par l'éleveur. Sur l'autopsie des animaux morts, il y a une autopsie qui a été réalisée. C'est vraiment pas quelque chose qu'on aime faire, les autopsies, et c'est dommage. Quand il y a des animaux qui sont morts, il faut absolument les étudier. Il faut réaliser des autopsies parce que c'est très informatif dans le cas de maladies respiratoires, dans le cas de bronchopneumonie comme on a ici. Ça permet 2 choses essentielles. Tout d'abord, une orientation sur la cause sous-jacente. Des virus ou des bactéries ne vont pas faire exactement les mêmes lésions pulmonaires et le vétérinaire va pouvoir déjà orienter son diagnostic. En plus, il va pouvoir réaliser des prélèvements de grande qualité. Deuxième point, l'autopsie va permettre de dater les lésions, de voir si elles sont anciennes ou récentes. Et ça va donner une importance, ça va donner des éléments forts
pour savoir si les animaux ont été détectés précocement ou tardivement. En gros, s'il faut revenir sur le plan de détection de l'éleveur. Dans le cas qui nous est présenté ici, il y a quelque chose qui est une découverte d'autopsie qui a été faite, un animal qui présentait un ulcère perforant de la caillette. L'ulcère perforant de la caillette, sur ces animaux qui avaient des anti-inflammatoires, on peut se demander si ce n'est pas dû à une origine médicamenteuse. Donc l'autopsie ici, ça a été plutôt nous a permis de faire des découvertes qui vont permettre de bien adapter le traitement derrière. Le diagnostic suivant est donc émis, une bronchopneumonie virale avec des complications bactériennes expliquant les rechutes, notamment à cause de la présence de mycoplasme. Cette aspiration transtrachéale, son examen clinique lui ont permis de poser un diagnostic précis et il nous a parlé de bronchopneumonie virale avec des complications bactériennes qui expliquent les rechutes et notamment il a mis en évidence des mycoplasmes. On va voir pourquoi c'est nécessaire d'arriver à des diagnostics dans des situations graves comme celle qui vient d'être présentée, aussi précis. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur les maladies respiratoires, c'est qu'il y a de très nombreux facteurs qui interagissent pour rendre un veau ou un lot de veaux malade. Tout d'abord, il y a des agents infectieux et on va lutter contre eux, soit avec des vaccins pour les virus et les bactéries, soit avec des antibiotiques pour les bactéries. Parmi les agents infectieux importants, il y a des virus. Le virus respiratoire syncytial bovin étant sûrement le plus fameux, celui qu'on appelle dans la campagne le RS. Il y a à côté de ça des bactéries, des passerelles et des mycoplasmes. Mais de temps en temps, on peut se trouver avec des cas où il y a d'autres agents pathogènes, moins souvent impliqués, mais quand ils sont impliqués, ils sont graves. Ça peut être par exemple le virus de la BVD, le virus de la maladie des muqueuses, ou le virus de l'IBR, le virus de la rhinotrachéite infectieuse. C'est important, par exemple, si ces deux virus sont présents, de le savoir pour adapter les traitements. À côté des agents infectieux, il y a l'environnement qui va interagir avec les agents infectieux, avec l'animal, pour faire que ces animaux deviennent malades. Dans l'environnement, on peut distinguer deux catégories. Il y a le bâtiment qui va faire un micro-environnement autour de l'animal sur lequel on va pouvoir agir. Et il y a bien sûr des éléments de l'environnement sur lesquels on n'a pas d'action possible, on les subit. C'est par exemple la météo. À côté de l'environnement, la conduite d'élevage que va faire l'éleveur, là aussi, peut générer des stress, par exemple sur les animaux, et faire que ces animaux deviennent malades. Alors ça va être la conduite en lot des animaux, par exemple, la densité des animaux. On a vu dans le cas précédent, par exemple, que le paillage était insuffisant vu la densité d'animaux présents. Ça peut être aussi l'alimentation. Des alimentations qui vont être déséquilibrées peuvent être source de maladies respiratoires. Donc il est important, dans une première étape, d'avoir une vision de l'ensemble de ces facteurs. Quel va être le traitement mis en place? Nous allons mettre en place un traitement à base d'antibiotiques avec le protocole suivant, 2 administrations à 9 jours d'intervalle pour un traitement antibiotique long. Nous allons mettre en place aussi un anti-inflammatoire non stéroïdien à base de flunixine avec des protocoles variables en fonction de la spécialité utilisée. Au moins 48 heures d'anti-inflammatoire est nécessaire. Si on regarde tout d'abord le protocole thérapeutique, il a été ajusté comment? Des mycoplasmes ont été mis en évidence et du coup un traitement antibiotique qui permet une couverture antibiotique très longue de plus de 15 jours a été mise en place. Alors ce qu'on peut dire sur ce traitement, c'est que cette couverture antibiotique de plus de 15 jours est quelque chose qui n'est pas classique dans le cas de maladies respiratoires. En principe, on fait des traitements un peu plus courts, de 3 à 5 jours. Mais dans ce cas, parce qu'il y a eu un diagnostic précis, parce que des mycoplasmes ont été mis en évidence et que pour se débarrasser des mycoplasmes, il faut faire des traitements longs, il était justifié de revoir et d'ajuster le protocole thérapeutique. Nous allons réaliser une prévention sanitaire avec une réalisation d'un audit bâtiment afin d'évaluer les facteurs de risque qui peuvent être responsables dans le bâtiment de ces problèmes pulmonaires. Et nous allons mettre en place une prévention médicale différente de celle que l'éleveur avait pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un protocole mixte, à la fois une administration du vaccin et avec un relais par un vaccin multivalent. L'audit de bâtiment, rapidement, la description et le fonctionnement du bâtiment. Nous avons un bâtiment assez classique où on va retrouver un effectif assez important. Ce bâtiment est un bâtiment bipente d'axe nord-sud dans l'axe du faîtage. Les grandes portes, les grands pignons sont des grandes portes en tôle et sur les côtés du bâtiment, sur le pan ouest et le pan est, ce sont des murs en parpaing avec du bardage ajouré. Il y a une petite subtilité, c'est que sur le pan est, nous avons un pan de mur d'environ 1 mètre où il n'y a rien du tout.
Si on fait le résumé des caractéristiques du bâtiment, qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est qu'au niveau de la surface disponible pour les animaux, vu le nombre de mètres carrés, 350 mètres carrés par rapport au nombre d'animaux, on est légèrement insuffisant en surface, mais c'est à peu près cohérent. Au niveau de l'ensemble du bâtiment, pour le volume, par contre, il y a un excès de volume marqué. On a souvent des bâtiments qui sont très grands et là, effectivement, on a un volume important par rapport aux recommandations nécessaires. Au niveau de la qualité du paillage et de la quantité de paillage, là, par contre, c'est très net. On arrive en dessous, presque 2 fois en dessous de la norme recommandée qui est de 1 kg par mètre carré. Des fois. 5 minutes, on l'a mis à 10h48. Donc là, tu vois que ça monte, ça redescend. Au niveau de l'ambiance du bâtiment, nous avons effectué un fumigène qui s'est bien évacué dans le temps imparti. Donc les extracteurs d'air qui sont situés sur la partie est du bâtiment fonctionnent. La fêtière par contre fonctionne mal malgré le fait qu'elle soit surélevée. Et il existe clairement un courant d'air sur le pan ouest avec le risque d'écart thermique que les veaux peuvent ressentir lorsqu'il y a du vent. L'hypothèse diagnostique sur le bâtiment est la suivante. C'est un bâtiment qui est caractérisé donc par la présence de facteurs de risque modérés de troubles respiratoires pouvant expliquer l'épidémiologie clinique des épisodes. Notamment, on peut noter que les extracteurs d'air qui ont été mis il y a 1 an sur une partie de la toiture sont efficaces. Quelles sont les recommandations simples et rapides que l'éleveur peut mettre en place? La première, c'est de remettre des extracteurs d'air sur l'autre pan de toiture où il n'y en a pas. La deuxième, c'est d'améliorer le confort thermique des animaux en les coupant des courants d'air et en surveillant absolument la température mini-maxi du bâtiment pour voir s'il y a des écarts de température trop importants. La dernière, enfin, c'est de revoir son système et sa quantité de paillage afin de coller avec les normes qui doivent être respectées. Et enfin, il a été décidé d'étudier les caractéristiques de l'élevage et en particulier de réaliser un audit bâtiment. Ça, c'est du choix du vétérinaire. Effectivement, selon les cas, il va être nécessaire ou pas de réaliser un audit bâtiment, le bâtiment étant dans certains cas un élément majeur qui contribue à l'apparition des maladies respiratoires, de temps en temps simplement un cofacteur, et ça a été le cas ici dans ce qui nous a été présenté, et de temps en temps, le bâtiment n'est qu'un élément mineur du décor et ce n'est pas tellement lui qui est en cause dans l'apparition des maladies respiratoires. Et donc sur différents éléments de diagnostic, d'évolution clinique de la maladie, des agents pathogènes qui sont mis en évidence, de l'effet éventuel, positif ou neutre, des vaccinations qui ont été mises en place, le vétérinaire, et c'est ce qui a été fait ici, pourra choisir s'il faut vraiment revoir le bâtiment, s'il faut revoir à minima le bâtiment ou si le bâtiment on peut laisser de côté. Et dans notre cas, on était bien dans un cas où le bâtiment était considéré comme un cofacteur de l'apparition des maladies respiratoires que l'on a eues. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce cas clinique? Il faut bien avoir en tête que l'importance d'une démarche diagnostique à plusieurs étapes est primordiale afin de poser un diagnostic précis. Et ce diagnostic précis permettra de mettre en place les moyens de lutte les plus adaptés sur le terrain en s'étant donné le maximum de moyens pour réussir. Au bilan, pour finir, il est très important d'identifier rapidement les cas en se basant sur la température. C'est actuellement le meilleur moyen qu'on ait à notre disposition pour identifier précocement les cas et les prendre en charge rapidement. Très important, et ça a été fait ici, de poser un diagnostic précis en considérant l'ensemble du problème, sa composante infectieuse, sa composante environnementale, ce qui permet de prendre en charge le cas dans sa globalité.